Bonsoir à vous, je m'appelle Clément Faillac et je suis doctorant à l'INRA de Narbonne dans le domaine des biotechnologies. C'est le gros bouton, à droite du gros bouton. Donc, est-ce que vous pensez que le modèle de recherche est un modèle d'innovation actuellement? Eh bien, la réponse à cette question, c'est que c'est un système qui est sur des rouages un petit peu poussiéreux. Et pourquoi c'est poussiéreux? Eh bien parce que le grand problème, c'est le transfert des savoir-faire. C'est-à-dire que les savoir-faire sont transmis sous forme de tutoriels écrits, et il y a seulement 10 à 30% des savoir-faire qui sont transmis sous cette forme. C'est comme dans la pâtisserie, vous voyez sur un magazine un beau gâteau, vous essayez de le refaire, mais c'est rare quand vous arrivez au même visuel. Alors, quelles sont les conséquences de ce manque de transmission des savoir-faire? Premièrement, sur des temps de recherche qui sont mal utilisés parce qu'il y a un problème de reproductibilité. Deuxièmement, on va accumuler des erreurs expérimentales, donc finalement, de l'expérience, puis on va rater, on va recommencer. En quelque sorte, on va passer notre temps à récupérer du temps. Et ensuite, on a le frein à l'innovation. On attend tous la grande découverte, et malheureusement, elle arrive tardivement. Donc, que faire face à ce constat dramatique? Et en bon pâtissier que je me suis dit, eh bien, faisons comme Marmiton, réalisons une plateforme web sur laquelle on poste nos vidéos de recherche, et ensuite on permet à la communauté scientifique d'y avoir accès. Et notre but, c'est d'atteindre 100% de reproductibilité. Donc, quelle est la mécanique de cette plateforme? Eh bien, les doctorants filment leurs expériences, au lieu de les écrire tout simplement, nous les envoient et on va les vérifier sur des standards. Ça peut être le son, ça peut être la qualité vidéo et le contenu. Et ensuite, une fois validés, on va les ajouter sur la plateforme web et partager dans toute la communauté scientifique. Mais la question à se poser, c'est comment inciter les doctorants à faire ce geste, à filmer et à envoyer sur notre plateforme? Et bien pour cela, on va leur accorder des crédits de formation. C'est un peu l'oxygène du doctorant, c'est essentiel pour lui à sa formation. Et donc, en lui attribuant cela, on va l'inciter à venir poster sur notre site. Alors, à qui vendre cette solution? C'était la grande question. Alors, pour l'instant, je suis en dialogue avec les écoles doctorales. Ce sont les plus grands employeurs des doctorants. Personnellement, je suis rattaché à Montpellier et je négocie avec elles des licences, car elle est intéressée par cette solution. Ensuite, n'oublions pas les écoles et universités pour la réalisation de travaux pratiques innovants. Et quand on aura un seuil important de vidéos, eh bien, on va aller démarcher les R&D industriels, car le gain de temps sera vraiment un intérêt majeur pour eux. Donc pour l'équipe, nous sommes 3. Je suis accompagné par une ingénieure agroparitech qui s'occupe de la conception de la plateforme, un bioinformaticien qui est à Montpellier, qui fait ses études, et qui s'occupe de dialoguer avec, et de faire des devis avec des cabinets de développement web, et moi-même, qui s'occupe de la partie conception et aussi commercialisation, et pour ça j'ai passé une formation diplômante à HEC Paris. Mais surtout, je suis accompagné de Pinium Innoveum, pépinière d'entreprise en Innoveum, dans laquelle on a remporté un lauréat 10 000 € d'aide au développement l'an dernier. Ça nous aide beaucoup. En ce qui concerne le marché, alors pour faire simple et rapide, sur les 3 continents principaux de la recherche, à savoir USA, Europe, Asie, il y a 75 000 doctorants en sciences, et c'est un marché porteur avec 5% de croissance annuelle. Et pour la R&D privée, on va viser dans un deuxième temps, on voit des budgets conséquents de 100 millions à plus de 100 millions € de budget annuel, et encore plus pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc la concurrence, 2 types de concurrents, direct et indirect. Pour les concurrents directs, il y a le journal vidéo Job, qui est parti du même constat, le problème de la reproductibilité, donc du temps perdu. Mais le problème, c'est qu'il demande une équipe de tournage, ce qui est coûteux et à faible vitesse de développement, et qui sont en concurrence avec des revues prestigieuses, type Nature, Science, donc les chercheurs ne vont pas aller forcément vers eux. Et ensuite, on peut nous dire, mais pourquoi les doctorants ne mettent pas sur YouTube? Eh bien, ils n'ont pas ce gain d'heures de formation, et aussi, cette plateforme n'est pas spécifique aux domaines scientifiques. Donc ce qu'on attend à la suite du projet, c'est un développement du site web. Alors, on est en train de réaliser des devis pour voir le plus intéressant, et aussi, en parallèle, le développement commercial, des contacts vers les écoles doctorales, je suis preneur, vers les écoles et universités, et aussi vers les R&D industrielles pour la commercialisation après.
Oui, alors j'allais souligner ce parallèle qui m'a beaucoup touché. Du coup, le projet super. L'équipe super. Bravo les gars. Non, donc au niveau alors au niveau de la posture, etc., c'est bien, je pense, à rapprocher le micro. Ouais. Pose-le un peu sur le menton. Voilà. D'accord. Et tu peux parler comme ça et c'est bon. C'est au niveau de la présentation. En fait, est-ce que c'est par rapport à tes concurrents surtout? Est-ce que le fait que tes concurrents mobilisent une équipe de tournage, est-ce que c'est pas nécessaire? Justement, on avait cette question au début, et on va prendre un peu l'argument d'Apple à dire actuellement avec les smartphones d'aujourd'hui, on peut refaire aussi bien que les professionnels. Et donc nous, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une équipe de tournage qui vient, qui filme. On pourrait proposer informatique et on va attendre qu'on va vérifier les vidéos, que ça respecte ce format, à savoir, je sais pas, le doctorant se présente, c'est correctement filmé, on entend bien surtout le son. Donc ça, on va l'exiger et on peut le faire avec les moyens techniques actuels. Et ensuite, donc, par rapport à ces expériences scientifiques, pour moi, le fait qu'il y ait la science, ils font beaucoup de fois l'expérience, avec les statistiques qui valident, qui rendent plus ou moins fiable l'expérience. Ça doit représenter des heures et des heures derrière. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est une fois qu'ils ont filmé, ils filment quoi exactement? Est-ce que c'est que les manipulations? Voilà, c'est pas une plateforme, on va dire, théorique et de modélisation, type informatique. C'est une plateforme expérimentale du pratico-pratique, c'est de la cuisine de la recherche. Et mine de rien, c'est pour ça que j'ai commencé ce projet avec l'équipe. C'est là où ça pose problème. Parce qu'après, modéliser les données, c'est faisable, mais avoir des bonnes données fiables, c'est le plus compliqué. Avoir des bons acteurs qui passent du enfin, on fait du méthane, par exemple, c'est le plus compliqué. Et c'est sur ces petits détails-là qu'on aimerait aider les jeunes chercheurs qui arrivent pour éviter de perdre trop de temps à cause de ça. Ouais, non, mais j'ai bien compris. C'est justement par rapport à tes concurrents, en fait, là, que je te dis ça. Si eux le font déjà, toi, en fait, tu facilites, c'est ça. Tu facilites la transmission, justement. C'est d'accord. Exactement. Par exemple, un nouveau doctorant arrive, où les facilitants le former sur chaque étape, etc. On lui fournit des vidéos, et lui, il fait d'auto-formation quelque part. Et là, tout le monde y gagne ça. D'accord. Et au niveau des. Moi, j'ai pas bien compris les crédits de formation, exactement. Ah ouais, donc, ça c'est une partie, c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer ça très rapidement. Pour valider une thèse, il faut à peu près 100 heures de formation sont des cours. Et ces heures de formation, donc, nous, on a négocié avec l'école doctorale d'avoir le droit d'en donner. Donc le doctorant, il s'y dit, bon voilà, soit je vais à une formation, un cours, soit je fais mon expérience, que je mets sur le site, et ça revient au même. Donc c'est une sorte de carotte en fait pour qu'ils viennent sur le site. D'accord. Il n'y aura pas de délai, il faut quelqu'un qui avance l'expérimentation, gagner des crédits et pas regarder ou j'en sais rien. Il n'y aura aucune dérive. D'accord. Après, au niveau de ta présentation, je pense que ça c'est un point avec l'image que tu viens de donner, etc. Un peu plus pas accentué, mais au moins le dire comme tu l'as fait. Voilà. Pardon? Au niveau voilà. Au niveau des, parce que c'est ça qui suscite leur intérêt justement de l'utiliser, c'est que c'est encore plus visuel que les autres, et en plus, tu as négocié des crédits de formation, etc. Parce que les autres, ils lancent ça, les crédits de formation. Non, justement, ils voilà, ça c'est ce qui vraiment peut te différencier des autres. Ouais, pour toi, la différenciation, si tu as déjà des concurrents comme ça. Ce qui garantit peut-être même le succès, finalement, c'est vrai que c'est un super atout. On n'y croyait pas au début quand on a demandé si on peut donner des crédits de formation parce qu'on n'est pas formateur. Mais en fait, l'école doctorale nous a dit, oui, complètement. Donc c'était top, quoi. C'était le truc que j'attendais. Je peux parler? Bon, alors moi, mon avis est un petit peu biaisé, parce qu'on se connaît. Moi, je suis super fière. Mais un truc, bravo à Innoveum et bravo à l'équipe de Marion. On est parti d'une idée embryonnaire et elle a pivoté. C'est là que je vois l'agilité, la capacité, la posture entrepreneuriale que tu as. Au niveau du pitch, alors au niveau de la presse, elle est parfaite.
Elle balaye tout, tu pars du besoin, c'est tout ce qu'on va entendre. Par contre, tu pourrais être un petit peu plus dynamique ou souriant en fait. En fait, là, tu fais le chercheur, quoi. C'est donné, c'est dépassé, Voilà. ici. Au niveau des questions, j'avais globalement les mêmes questions que moi-même, notamment sur l'histoire des crédits de formation. Et j'ai une autre question qui concerne la fiabilité. Comment vous assurez la fiabilité du process qui va être filmé en fait? Ouais, ça on y a pensé. On va faire un système tout simple, ça va être, on va mettre sous la vidéo, une sorte de dire je valide ou j'invalide ce tuto, pour qu'il y ait certains tutos qui ressortent des autres en étant très fiables, et ceux qui posent des problèmes, qui ne sont pas validés, ou on a des commentaires pourquoi ça ne fonctionne pas, et en fait on les enlève de la plateforme parce qu'on considère qu'ils sont parasites. Donc ça veut dire qu'il y aura un système de notation et de commentaires de chaque vidéo sur ta plateforme? Par les pairs, ouais. 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 Ça marche, c'était tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Comment vous allez être sûr que ce sont des doctorants qui vont s'inscrire à votre plateforme? Parce que justement, quand on rend des licences aux écoles doctorales, il y a des liens qui vont être donnés spécifiquement aux doctorants et personne ne peut de lui-même s'inscrire sur la plateforme. Le modèle école doctorale, c'est un modèle français. À l'étranger, ça se passe comment? C'est une bonne question. Non, comme je suis ici, je commence à le vendre en France, mais c'est une question qu'on va se poser dans le futur. Et juste, les abonnements, c'est qui les paye? C'est l'école doctorale qui paye les licences et qui les offre à leurs doctorants, parce que le doctorant n'a jamais ce genre de solution. Une licence par un doctorant? C'est ça. Est-ce que l'idée c'est de valoriser des expériences qui sont faites? Est-ce que vous allez ouvrir après la plateforme à des scientifiques qui sont plus doctorants? Alors oui, après on s'est posé la question, et c'est d'aller dans des laboratoires, des unités de recherche, type INRA, et leur vendre des licences pour les chercheurs, les post-doctorants, etc. Mais pour l'instant, comme les doctorants sont eux qui vont nous donner des vidéos, nous fournir en vidéo, c'est le public ciblé dans un premier temps. Parce que le chercheur, lui, est plus sur la côté rédaction que expérimental. Une question justement sur ce sujet-là. Est-ce que par rapport à des modèles comme Coursera, tu connais, j'imagine, qu'est-ce que tu penses de l'approche justement de laisser ouvert à une communauté qui peut être beaucoup plus vaste que celle des chercheurs, pour donner l'opportunité de faire connaître des disciplines, des expérimentations à des gens qui ne sont pas forcément du cru, mais qui pourraient, et ça a été validé par Coursera, même sur des domaines ultra complexes, avoir une appétence, une approche qui leur permettrait justement de se familiariser avec ce genre de choses? Alors, Coursera, c'est plus du savoir, c'est plus que par rapport au savoir-faire, c'est plus savoir, c'est plus des cours de grandes écoles ou autres. Nous, c'est pas vraiment, mais après, ça peut être une idée qu'on va voir par la suite. Quelle formation tu as suivi à HEC en fait? Est-ce que tu as fait la formation Challenge Plus? C'est la formation création de start-up innovantes. Oui. Et du coup, est-ce que ça respecte la règle numéro 1 de Pitch Me Up, à savoir le no bullshit? Bonne question. Ton opinion après la Non, c'est efficace, après il ne faut pas s'attendre non plus à se transformer. Mais en tout cas, c'est bien, ils fournissent de bonnes clés et j'incite à ceux qui veulent le faire là-dessus. Ça fait cher en plus. Sur le principe donc, du paiement pour les doctorants pour un accès à une base de données, forcément ça veut dire une base de données de tutos, etc. Ça veut dire qu'au départ il faut la constituer, la vérifier, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée du temps, du coût que ça va représenter, déjà d'avoir une base assez solide pour que des écoles valident le fait qu'elles puissent donner accès à ces contenus à leurs doctorants? Alors moi sur la prévision du nombre de vidéos, on aimerait passer 1000 vidéos la première année. Et après, ça soit exponentiel en fait, comme à chaque fois sur les plateformes. Mais nous, par exemple, moi j'ai encore un an de doctorat et je vais en profiter pour vraiment lancer la dynamique des vidéos et que ça soit de plus en plus retrouvé dans les doctorants par la suite. Et une estimation, c'est pas évident à faire. Combien tu vends ta licence par doctorant? On va y réfléchir là parce que j'ai rendez-vous dans moins d'un mois avec l'école doctorale de Montpellier, qui est la plus grande école doctorale de France. Et on va voir, on sait pas du tout. Mais de toute façon, eux, ça va dépendre parce qu'ils n'ont pas de budget énorme non plus. Donc on peut pas non plus, on va voir avec eux, je sais pas.
J'avais une dernière remarque. Je vais pas avoir le temps, c'est sûr. Tu parles de vidéos de vie. Merci. Merci. Ouais, 2 secondes sur le micro. Il ne faut pas le tenir comme ça trop loin parce que ça sert à rien. Et si vous êtes un peu perdu et que vous avez peur de parler trop loin, vous le collez sur le menton, vers le bas du menton, pour pas non plus étouffer. Et normalement, vous ne bougez plus et ça marche. C'est ce que fait Nico Alias et il est toujours répété et ça va marcher. C'est une vanne de Mathieu Caillé. Dédicace. Le suivant, il me semble que c'est on va parler de sécurité. Le micro, là ça fait. C'est à prendre de tous les aides qui sont passés avant. Donc, alors il y a un gros bouton. C'est le bouton à droite. Voilà, c'est le. Quand tu veux.